Bonsoir à toutes et à tous. Ravi de vous retrouver pour cette rentrée de l'Académie La Cheville. On va laisser les quelques participants qui ne sont pas encore connectés le faire doucement et on va commencer puisqu'il est déjà 20 heures passées. Donc ce soir nous avons l'honneur d'accueillir le docteur Boris Bujanovic. Vous allez m'entendre de manière très brièvement, pardon. Je suis Benjamin, je vais m'assurer que le webinaire se déroule dans les meilleures conditions, mais je vais très vite laisser la parole à notre intervenant ce soir. Donc le docteur Bujanovic, qui est directeur médical de la santé et de la performance au Swiss Olympic Medical Center, et donc qui exerce à l'hôpital de la Tour à Genève. Un petit rappel simplement sur ce qu'est l'Académie de la cheville. Pour certains d'entre vous qui l'ont déjà suivi, vous en avez l'habitude. C'est un ensemble de formations en ligne qui sont destinées aux professionnels de la prise en charge des traumatismes et des pathologies plutôt de la cheville. Donc c'est des formations qui sont dispensées par des experts, que ce soit des chercheurs en biomécanique, des kinésithérapeutes, des chirurgiens ou comme ce soir des médecins. Simplement quelques petites informations. La première, c'est que ce webinaire va être enregistré. Donc ceux qui veulent revoir ou pour ceux qui n'auront pas pu voir le webinaire de ce soir, il sera disponible en ligne d'ici quelques jours avec le support PDF de la présentation. Vous serez informé de tout ça par mail. Et puis deuxième chose, ceux qui ne connaissent pas encore le système, vous avez un onglet questions sur un onglet en bas et à droite de votre écran. Donc si vous avez des questions, je vous invite à les poser par écrit au fur et à mesure de la présentation ou à la fin. Et puis le docteur Gojanovic y répondra en fin de session. On va s'accorder un petit temps de questions-réponses à la fin de la présentation. Donc voilà, je vais laisser la parole à notre invité. Et puis, bon webinaire à tout le monde. Voilà, alors bonsoir à toutes et à tous. C'est un plaisir, merci à Benjamin pour l'introduction, et c'est un grand plaisir d'être là ce soir pour cette rentrée sur l'Académie de la cheville, avec un sujet qui finalement ne parle pas de cheville, comme vous le voyez en titre. Un sujet peut-être un petit peu en marge, ou plutôt qui englobe un peu nos pratiques en général, à savoir comment est-ce qu'on aborde le problème ou la question de l'interdisciplinarité dans le domaine de la médecine du sport, puisque c'est mon domaine, et comment est-ce qu'on aborde ces questions des connaissances qui sont requises pour tout simplement effectuer notre travail à tous dans les domaines autour de la santé, de l'appareil locomoteur et du sport, pour travailler en équipe correctement. Alors, d'abord, merci donc à toute l'équipe de l'Académie de la cheville. Je crois que ça, c'est vraiment chouette d'organiser ce type de formation. Et un petit mot sur la présentation, le PDF que vous aurez à disposition. Vous pouvez naviguer un petit peu dessus, il y a des liens qui sont cachés, les références, vous pouvez cliquer dessus et puis ça vous amène soit sur PubMed, soit sur les articles en question quand ils sont accessibles librement. Donc n'hésitez pas à explorer en cliquant un petit peu dessus. Alors voilà, qui vous parle finalement? Moi je suis médecin du sport. Qu'est-ce que ça veut dire la médecine du sport? C'est toujours assez divers et varié. En Suisse, c'est une formation complémentaire. On a une formation de base. Moi je suis médecin interniste au départ, avec une formation complémentaire de médecine du sport qui s'acquiert un peu au gré de la pratique et puis avec l'obtention d'un certificat donné par la Société suisse de médecine du sport, que je représente aussi en tant que membre du comité de cette société. On organise aussi des formations dans le cadre du réseau roman de médecine de l'exercice et du sport, le RRMES, je vous en dirai quelque chose plus tard, et je suis aussi actif dans ce domaine-là. On a un journal, la Swiss Sports and Exercise Medicine, et je vous encourage à nous solliciter pour ça, parce qu'on est toujours content de partager des articles et des connaissances qui viennent de la francophonie, mais aussi germanophone et anglophone, etc. Au niveau sportif, je m'occupe de triathlètes, Suisse Triathlon, c'est la fédération dont je m'occupe, surtout pour la relève, et puis je me suis longtemps occupé de gymnaste, des différentes formes de gymnastique avec pas mal de problématiques dans la gymnastique aussi, un sport assez intéressant et très demandant du point de vue médical. Puis personnellement, j'ai une expérience sportive en tant qu'ancien basketteur, alors élite en Suisse, mais avec un petit clin d'œil, parce que le niveau en Suisse, on sait qu'il n'est pas celui de la France, et puis à mes heures perdues, j'ai eu fait du triathlon, voilà, maintenant je fais des webinaires plutôt. Bien, alors rentrons un petit peu dans le vif du sujet.
Je vous ai dit, on sort un peu du cadre de la cheville et je vous présente une cheville d'un basketteur, thème qui m'est cher. Alors, qu'est-ce qu'on voit sur cette image et qu'est-ce qui se passe? Quelles sont les questions qui se posent sur cette image? Alors, en avançant un petit peu, la première chose qui va se poser comme question, c'est est-ce qu'il y a faute? C'est l'arbitre qui va demander ça. Mais en fait, après, le soigneur, tout de suite, dans les secondes qui suivent, il va se demander qu'est-ce qu'il faut faire. Le coach, lui, il veut savoir si on peut jouer. Le médecin, il se dit, aïe, c'est un truc simple ou complexe. Le kiné, le préparateur physique, il se dit, bon, moi, je fais quoi demain? Et puis après, comment je progresse? Et le manager, lui, évidemment, il va se demander combien de temps est-ce que le joueur va être out. Et puis, bien sûr, on a encore les médias, et l'agent, il se dit, mais comment je vais renégocier le contrat qui va arriver bientôt à terme, quoi. Donc, beaucoup d'intervenants face à ce que finalement, on va caractériser au départ comme, bon, voilà, Joachim Noah, il s'est tordu la cheville. Donc, ce n'est pas toujours aussi simple, il y a beaucoup d'éléments qui découlent d'une problématique médicale, beaucoup de partenaires et de personnes avec un intérêt dans le développement qui découle de cette blessure. Et c'est un petit peu dans ce cadre-là qu'on va explorer, alors on prend ce cas de figure ou un autre, pas forcément à ce niveau-là, pour avancer un petit peu dans la discussion. Alors, tout d'abord, le cas en question, je vais un petit peu le transformer pour donner une dimension un peu différente aussi. Prenons le cas d'un jeune qui se fait un problème d'entorse de cheville, mettons qu'il a 17 ans, qui classiquement il joue dans 2 catégories sportives, il joue avec les élites et avec les juniors, il fait 7 entraînements par semaine, c'est un basketteur, et en plus il fait une formation professionnelle, donc en vue d'obtention d'un CFC, il est en 2e année de cette formation de monteur électricien, donc il y a une implication professionnelle aussi. Et donc il se fait cette entorse de la cheville inaugurale, moi je le vois 2 semaines après, comme souvent finalement on ne les voit pas forcément tout de suite. Et le mécanisme, bon, il dit qu'il a une réception sur un pied adverse. Quelque chose d'assez classique au basket. Eh bien, on va explorer un petit peu les questions qui vont se poser et surtout quelles sont les premières réactions. Alors, initialement, ce qu'on voit, c'est que c'est une entorse simple. On va se dire, ah ouais, bon, allez, peut-être gradin à 2, on va lui mettre une attelle, il va avoir encore 1 ou 2 semaines ça, il sera en physio, on va le TP quand il pourra reprendre, et puis en gros, dans 6 à 8 semaines, il rejoue. Facile, on a l'habitude de ça, c'est simple, n'est-ce pas? Et en fait, on se rend compte que probablement ce n'est pas aussi simple que ça, parce que ça peut très bien être une entorse plus compliquée, ça peut être une entorse haute, on peut avoir une atteinte de la syndesmose, par exemple, comme on le verrait sur l'imagerie par IRM à droite, qui montre vraiment une lésion complexe, qui va nécessiter du coup l'intervention d'encore plus de personnes dans cette histoire. Alors il y a plein d'histoires, et ça, c'en est juste une qu'on peut prendre comme ça un prétexte, mais finalement, tout ce qu'on va discuter aujourd'hui va tourner autour de la notion de comment est-ce qu'on intègre les différents intervenants pour essayer de faire le meilleur job possible. Alors dans ce cas présent, on va poser un diagnostic. C'est le départ, on va s'aider de l'imagerie, là on aura peut-être besoin d'un des spécialistes du côté de l'imagerie, et ensuite on va proposer une thérapie. Il se posera rapidement la question, il faut l'opérer ou pas, et ensuite comment est-ce qu'on va le protéger dans la phase suivante, comment est-ce qu'on va le rééduquer. Et après viendra bien sûr la question du retour au sport, le RTS ou bien le RTP. Souvent c'est le Return to Play en anglais, moi je vais l'utiliser pour Return to Profession, à savoir son job où il doit quand même être actif et où il a des sollicitations sur l'appareil locomoteur physique qui sont importantes. Quelles questions est-ce qu'on se pose en suivant? Elles vont être de 2 niveaux. Le premier niveau, assez basique, c'est quand l'athlète va-t-il pouvoir rejouer? Et quels sont les meilleurs outils de rééducation qu'on aura à disposition. Ensuite, comment est-ce qu'on peut progresser dans cette rééducation? Est-ce qu'il y a la notion d'étape qui va devoir être intégrée et comment est-ce qu'on fait ça? Et puis, qui va décider de quoi? Et souvent, ça, c'est des éléments qu'il faut avoir en tête dès le départ pour pouvoir au mieux organiser la suite des événements pour ce jeune athlète. Et deuxièmement, des questions qui vont un petit peu au-delà, où on doit connaître quel est le réseau autour de l'athlète, qui sont les intervenants, quelles sont les compétences qui sont partagées et quelles sont les compétences individuelles de chacun de ces acteurs, comment est-ce qu'on va communiquer, et je vais insister longuement sur la communication et surtout qu'est-ce qu'on communique, quel est le processus décisionnel, et puis quelles sont les erreurs qu'on peut rencontrer dans ce type de situation. Et je ne vais pas parler là d'erreurs spécifiques à la situation, à la blessure qu'on a évoquée, mais plutôt dans un contexte un petit peu plus systémique.
Alors, les problématiques qu'on rencontre, peut-être vous avez suivi un petit peu la saga entre Eva Carneiro et José Mourinho à Chelsea il y a 2 ans maintenant, ou 3, où la médecin du club, Eva Carneiro, a été finalement désavouée pour avoir agi sur le terrain au mieux de ses compétences et de ce qu'elle jugeait être juste de faire. Et donc, bon, voilà, les choses ont un petit peu évolué de manière rocambolesque, on va dire, mais c'est ce qui peut se passer dans le sport de haut niveau, mais aussi des fois dans le sport avec des plus jeunes. On peut avoir des difficultés de communication ou bien de philosophie, peut-être dans ce cas-là. En Suisse, on a un personnage aussi qui interagit souvent de manière parfois un petit peu directe avec les sportifs, et je vous présente le président d'un club de foot en Suisse, qui, lors d'un séminaire où on parlait de retour au sport et de blessures, lui disait « Oui, ben, le type qui veut jouer, il joue ». Donc en somme, l'athlète décide un petit peu des éléments, le président soutient cela, et puis le staff médical finalement derrière. Voilà. Donc là, ça pose un peu la question de qui décide quoi, on va aborder aussi cette thématique-là. Bon, alors pour rentrer un peu dans le sujet de manière classique, quels vont être les éléments scientifiques qu'on va pouvoir aborder dans une rééducation et dans la prise en charge d'une blessure qui va intégrer pas mal d'éléments. On aura un schéma classique de l'athlète qui est au centre, où on va définir les besoins de l'athlète. Le chirurgien, dans le cas présent, par exemple, lui va devoir se poser la question de quelle est la meilleure technique opératoire. Par la suite, le physiothérapeute ou le kiné va se demander quels sont les meilleurs exercices que je vais pouvoir proposer dans toutes les dimensions de rééducation qui vont être utiles au retour au sport. En parallèle, on pourra avoir d'autres personnes, comme le nutritionniste par exemple, qui va se dire « mais moi, mes objectifs, c'est de conserver la masse grasse, la masse maigre, pardon, de ne pas prendre de masse grasse. » Et le préparateur physique, lui, c'est de récupérer la force, la puissance, l'endurance, l'agilité, tous les domaines de la condition physique. Ne pas oublier que dans ces systèmes-là, on a besoin du psychologue, où on pourrait avoir besoin d'intervention psychologique pour maintenir ou rétablir la confiance en soi dans l'équipe, dans le travail. Puis le médecin du sport, lui, finalement, son rôle va être de réunir des informations pour aller au retour au sport ou au retour au travail, d'informer l'athlète, d'informer le staff sportif de la progression de tout ceci. Et vous voyez que sur ce type de schéma-là, qu'on voit souvent représenté de différentes manières, il y a beaucoup de monde. Et puis, et volontairement, je les ai mis tous sur une forme de niveau d'égalité parce que chacun a son rôle à jouer et on doit comprendre quel est ce rôle et comment est-ce qu'on peut ensuite le faire jouer ensemble. Alors si on prend le premier élément en haut, le chirurgien, meilleure technique opératoire, lui va se baser, peut-être il va prendre cette revue systématique sur le type d'opération à faire pour une lésion de la syndesmose. Et alors je vais solliciter le docteur Adrien Ray, par exemple, qui est un de mes collègues, chirurgien de la cheville, et puis lui il va me dire, ouais, ben voilà, selon les techniques, le suture button qu'on va utiliser pour la syndesmose, ben ça a un meilleur résultat fonctionnel, enfin similaire aux autres techniques, mais par contre on peut retourner plus tôt au travail ou au sport, on aura moins de problèmes de complications, etc. Donc lui il va me dire, en se basant sur ces éléments scientifiques, il va faire ça. Ensuite, dans le cadre de la rééducation, ben, le physio, lui, il va consulter un petit peu sa littérature, il va se dire, oui, moi ce qui va être important, c'est notamment de récupérer au niveau mobilité, sur la dorsiflexion, il y a quelques articles qui nous disent que c'est super important, et qu'on va améliorer ça avec notre travail. Très bien. Ensuite, il va intégrer d'autres dimensions dans son travail, et on peut imaginer que dans le domaine de l'équilibre, c'est important, et on sait là, par exemple, que le test Y en balance, ou bien le SEBT, peut être un test utile. Et on a en référence le papier consensus de Griebel, et je salue au passage les collègues de l'IAC, d'International Ankle Consortium, qui ont une réunion cette semaine en Caroline du Nord, groupe très important, bien sûr, que certainement vous tous connaissez, au niveau de tout ce qui se passe au pied et à la cheville. Et en fait, ce que je représente ici, c'est aussi une étude, je salue Romain Terrier, en passant, qui a regardé un petit peu comment utiliser un test d'équilibre comme ça, en utilisant le myolux pour voir qu'en fait c'était plus discriminant et que c'est quelque chose qu'on peut utiliser. Alors voilà, des études, des aspects scientifiques qui vont nous permettre, et il y en aurait pour les nutritionnistes, il y en aurait pour les psychologues, chacun va se baser sur des éléments scientifiques et c'est important d'avoir ces connaissances-là, c'est clair. Alors maintenant, si on rentre dans un autre niveau qui est celui de la pluridisciplinarité, à savoir quand on intègre différentes disciplines,
Et les définitions de ce qui est pluri, multi ou interdisciplinaire ne sont pas toujours évidentes ou transparentes pour tous, et je vais peut-être juste prendre un tout petit moment pour revenir là-dessus. Tout d'abord, qu'est-ce que c'est la multidisciplinarité? Vous avez un schéma qui le représente un petit peu ici, où chacune des bulles bleues représenterait un des spécialistes ou un des corps de métier autour de l'athlète. Et dans la multidisciplinarité, on admet qu'on a une agrégation de connaissances de différents domaines qui vont converger pour le bien-être de l'athlète et qui sont, si on veut, réunis par une discipline qui prend un petit peu plus d'espace, quelle qu'elle soit, et qui va à ce moment coordonner un petit peu les choses. Ce qu'il y a d'important, c'est que les connaissances qui sont agrégées, en fait, elles restent inchangées dans chacun des domaines. Donc B, C, D et E conservent chacun leur niveau de connaissance et puis ne changent pas de niveau de connaissance et de pratique, et ils recommandent simplement ce qu'ils savent. Il y a une notion d'addition qui se passe là. Dans ce qu'on appelle l'interdisciplinarité, ce qui est évidemment le sujet de la discussion ce soir, vous voyez qu'on a un schéma très très différent. On a ici des intervenants, des bulles bleues autour, qui sont chacune mises sur ce niveau d'égalité quelque part, de contribution, avec chacun contribue à quelque chose pour l'athlète. Donc en fait, l'interdisciplinarité va analyser, synthétiser les liens entre les disciplines de manière coordonnée. Et il faut qu'il y ait une cohérence dans tout cela. Les programmes d'interdisciplinarité, ils naissent de la conviction partagée que les disciplines traditionnelles, isolées, ne sont pas forcément capables ou désireuses d'aborder un problème significatif ou récurrent. Alors c'est un peu dur quand je dis ça, mais c'est vrai qu'on a tous vécu ici ou là des difficultés dans l'interaction, dans la collaboration avec des collaborateurs d'autres disciplines qui restent un petit peu figés sur leur approche ou bien qui ont de la peine à rentrer dans un échange coordonné et cohérent. L'interdisciplinarité est perçue comme un remède parfois aux effets de la surspécialisation, donc on veut éviter la surspécialisation, mais bien sûr on a besoin des spécialistes et des experts. Donc la notion centrale, c'est vraiment l'interactivité et la cohérence dans la prise en charge, qu'on peut illustrer par exemple dans l'image suivante, ou plutôt la vidéo suivante si elle marche, où la notion de travail ensemble de façon cohérente, efficace et rapide va permettre de franchir certains obstacles. Donc il est évident que si chacun essaye de passer ce mur tout seul, il ne va pas y arriver. Mais vous voyez qu'avec un tout petit peu de collaboration, on va réussir à y arriver. C'est facile à montrer en vidéo comme ça, c'est beaucoup plus difficile à réaliser dans la pratique de nos situations de médecine du sport ou de suivi des athlètes. On peut se pencher, là c'est peut-être, je vous encourage à lire éventuellement ce document si vous avez l'occasion. C'est une recherche sur les modèles de soins des équipes médicales en NCAA. Donc ça c'est les collèges américains, universités américaines sportives. Une étude vraiment intéressante, enfin un travail de fond, qui finalement identifie que le manque de personnel médical mais au sens large, pas seulement les médecins, spécialisés, surtout les préparateurs physiques, les nutritionnistes, les psychologues, constituent un souci majeur dans ces équipes-là. Donc ils n'ont souvent pas les spécialistes présents. Alors après, créer une cohérence de collaboration si on n'a même pas les personnes, c'est déjà difficile. Les infrastructures sont souvent limitées, et puis la philosophie de certains partenaires compromettent la prise en charge des étudiants athlètes. Et je reviens un peu sur ce que je disais avant, c'est vrai que si on n'a pas un alignement de la vision de travail, de la volonté, de la philosophie de travail, ça devient un petit peu difficile. Enfin voilà, c'est un long texte, mais pour ceux qui ont vraiment un intérêt d'explorer un petit peu ceci, je vous conseille cette lecture-là. J'ai mentionné tout à l'heure l'importance des connaissances respectives dans chacun des groupes. Et si on se penche 2 secondes sur la notion de connaissance, et on pourrait passer des heures à parler de connaissance évidemment, mais on va juste, si on veut mentionner le fait qu'aujourd'hui les informations, elles sont disponibles un petit peu partout. Vous allez peut-être aller chercher des études sur PubMed, comme j'ai pu en présenter quelques-unes tout à l'heure. Peut-être que vous êtes plutôt connecté sur ResearchGate et que vous avez les gens que vous suivez, et vous regardez un petit peu les travaux qu'ils font, qui sont dans les domaines d'intérêt. Bien sûr, vous suivez l'Académie de la cheville, vous êtes là ce soir, et c'est là où vous allez grappiller des informations aussi. Puis après, il y a les médias sociaux, et là, Twitter ou Facebook peut vous aider, peut vous apporter pas mal de choses. Je suis d'ailleurs moi-même un utilisateur assez assidu finalement, parce que j'y apprends beaucoup. Je peux échanger aussi par ces canaux-là, on pourra éventuellement en dire quelque chose tout à l'heure. Le British Journal of Sports Medicine, qui est le leader un petit peu dans le domaine de la médecine du sport et de la physiothérapie un peu aujourd'hui,
dispose d'une plateforme multimédia en plus de son journal, et puis vraiment favorise cet échange entre les collaborateurs pour apprendre des nouvelles choses. Et puis bien sûr, il y a les auditoires qui sont toujours des lieux traditionnels d'apprentissage. Tous ces domaines permettent d'apprendre. Maintenant, il y a quelque chose qui se passe finalement par rapport à la connaissance, et je vous encourage à explorer parfois d'autres lectures. Et là, il y a un livre qui est assez intéressant, qui s'appelle « L'illusion de la connaissance » de Stephen Sloman et Philippe Fernbach. Stephen Sloman raconte plusieurs choses assez intéressantes sur qu'est-ce qui fait la richesse de connaissances et comment est-ce qu'on peut finalement fonctionner dans un environnement complexe, que ce soit la planète ou bien que ce soit tout simplement l'environnement qu'on décrit ici. Il fait les remarques suivantes. Il dit qu'on n'est pas très bon à différencier ce que les autres savent de ce que nous savons. On a souvent l'impression qu'on sait soi-même beaucoup de choses, par exemple parce qu'on a entendu que des études ont été faites sur ce sujet, et du coup, si on le sait, dans le sens large du terme, eh ben, on le sait soi-même aussi. C'est un petit peu une illusion de connaissance qu'il exprime là, parce que finalement, on a le sentiment qu'on est beaucoup plus connaisseur que ce qu'on l'est. On peut imaginer plein de domaines où ça s'exprime. Ils ont fait une expérience, peut-être qui peut illustrer un petit peu ça, où ils ont pris des sujets en leur disant que on a observé un phénomène assez intéressant, qui sont des rochers qui brillent tout seuls dans la nuit, de manière très lumineuse, comme ça. Et ils expliquent que les scientifiques, en fait, ne comprennent rien à ce phénomène. Et ensuite, ils demandent aux personnes, est-ce que vous comprenez? Et les gens disent non, en fait, ils n'y comprennent rien sur une échelle de 1 à 5, ils disent qu'ils ne comprennent quasiment rien. Donc, c'est évident pour ces personnes, si la science ne l'a pas expliqué, eux ne le comprennent pas. Ensuite, ils ont pris un autre groupe de personnes similaires et ils leur ont dit que les scientifiques ont très très bien expliqué ce phénomène, c'est parfaitement clair pour eux, mais ils disent absolument rien de comment le phénomène se produit. Évidemment, il a été totalement inventé, et on ne sait pas de quoi on parle. Et après, ils demandent à ces personnes, et vous, est-ce que vous le comprenez? Et là, les gens sont beaucoup plus confiantes et sont capables de dire, oui, moi je comprends très bien ce phénomène, alors qu'ils n'ont aucune information pour l'expliquer. Donc juste le fait que d'autres personnes, soi-disant, ont compris ce phénomène et l'expliquent, fait qu'on est soi-même plus sûr d'un certain niveau de connaissance. Alors voilà, je crois que ça, c'est des éléments qui vraiment, on doit les prendre en compte, parce que si on est un peu trop sûr de ses connaissances, on va avoir besoin de se reposer sur les connaissances qui sont parmi les autres éléments d'une équipe. Et à ce moment-là, si on a les différents éléments qui amènent les connaissances nécessaires dans cette notion d'interdisciplinarité, eh bien on va pouvoir tout simplement fonctionner de manière cohérente. Et on peut l'imaginer pour l'architecte qui construit une maison, il y a des éléments qu'il ne maîtrise pas, il a besoin des autres éléments qui, eux, apportent la connaissance et la compétence. C'est la même chose pour nous. Ça paraît évident, mais on doit des fois se poser ces questions de connaissance. Dans l'approche de toute problématique, il y a d'autres éléments qui rentrent en ligne de compte, et je vous avais dit dans les questions complexes, c'est quelles sont les erreurs classiques qu'on peut faire. Et là, un livre qui m'a assez fasciné, de Rolf Dobelli, qui est un Zurichois, un Suisse, donc ça c'est un peu le cocorico helvétique ici, qui écrit ce livre sur l'art de penser clairement. Qu'est-ce que c'est l'art de penser clairement? Finalement, il explique un peu tous les biais cognitifs dont on peut souffrir par rapport à l'approche d'un problème. Et je m'en suis inspiré avec mon ami François Fourchet, qui peut-être nous écoute aujourd'hui, que vous avez déjà eu à l'Académie de la Cheville. Et on a écrit un article dans le journal Aspetar qui s'appelle « L'art de traiter avec clarté », en s'inspirant de ces différents biais de pensée. Je vous donne un exemple sur les diapositives suivantes, où on prend l'exemple d'un traitement, le PRP, qui est utilisé finalement assez largement dans le domaine de la médecine du sport, avec, je vais peut-être fâcher quelques personnes, mais très très peu d'évidence probante pour son efficacité et qui puisse justifier scientifiquement de son utilité. Et en fait, dans ce contexte-là, il y a plusieurs acteurs. Hein. Bien sûr, il y a l'athlète qui vient avec certaines attentes. Je me souviens de la slide est en anglais, mais il a plusieurs biais. Il a des biais d'information, donc il va pêcher ces informations dans différents endroits qui ne sont pas forcément fiables. Et le clinicien, lui, souffre de certains biais, notamment le biais d'action. Il doit faire quelque chose. L'athlète est là, il lui demande des choses, il faut qu'il fasse quelque chose. En plus, le biais de disponibilité, le availability bias, c'est peut-être qu'il a à disposition cette thérapie,
parce qu'elle a été installée par ses collègues, et puis il va l'utiliser parce qu'elle est là. D'un autre côté, peut-être qu'à un moment donné, il a été convaincu de l'achat d'un certain matériel pour effectuer des thérapies. Il en est peut-être plus convaincu, mais vu qu'il a le matériel, il faut qu'il l'utilise, il faut qu'il l'amortisse, etc., etc. Et puis, bien sûr, on a les médias qui vont avoir un intérêt à disséminer certaines idées, et qui ne sont pas forcément les bonnes, mais qui vont disséminer des idées qui ont plus de chances d'être saillantes, d'être vendeuses, etc. Tout ça fait qu'on se retrouve à faire de la mauvaise médecine. Et bien sûr que là, j'ai juste représenté quelques-uns des éléments des biais de pensée, mais ils sont tous en jeu dès le moment où on rentre dans une discussion thérapeutique, surtout si on veut intégrer des moyens où on n'est pas forcément sûr d'avoir des preuves correctes. Donc on doit penser un petit peu à ça. Ça ne veut pas dire qu'on doit uniquement se baser sur ce qui est scientifiquement démontré, absolument pas, mais on doit être conscient des biais de connaissance de chacun des intervenants. Et cette acuité de conscience est très importante pour savoir comment est-ce qu'on peut essayer d'éviter de tomber dans certains pièges. Bien sûr que si on réfléchit un petit peu trop, on ne fait rien. Hein, donc c'est l'opposé du biais d'action où on se sent obligé de faire quelque chose. Donc il faut quand même garder une certaine distance, mais aussi prendre les choses avec un bémol et puis être capable quand même d'agir. Bon, une des questions principales qui évidemment arrive tout de suite lors de la blessure, c'est quand est-ce qu'il va pouvoir retourner au sport. Alors je reprends un petit peu ces questions de départ que j'avais mentionnées. Quand l'athlète va-t-il pouvoir rejouer, quels sont les meilleurs outils de rééducation, etc. Si on regarde sur l'image suivante, ce qu'on sait des capacités de prédiction d'un retour au sport. Ici, par exemple, c'est pour une lésion des ischio-jambiers. Et on a plusieurs études qui montrent ça, et ça vient de Hollande, Martin Moen, qui lui a exploré plusieurs éléments, l'histoire, la palpation, l'étirement, enfin, la contraction, les douleurs, etc., plus l'image IRM, pour dire que finalement le temps moyen de retour au sport dans ce type de blessure est de 44 jours, mais qu'en fait, ce qu'il peut dire de façon sûre, c'est que 95% des athlètes vont retourner au sport entre 8 et 80 jours. Donc, aucun de ces éléments précités ne permet d'être plus précis que ça. Alors évidemment, vous voyez dire au président du club tout à l'heure qui vous dit « mais bon, il peut jouer quand ?» Je dis je suis à 95% sûr qu'il peut revenir entre 8 et 80 jours. Ça va aider personne, et du coup, on se retrouve dans des situations un petit peu complexes si on veut se baser que sur la science. Le BJSM que j'ai mentionné tout à l'heure fait une couverture sur les difficultés du retour au sport, et je salue là Adam Meakins sur l'image suivante qui a dessiné d'un trait un petit peu vif peut-être le chemin pour aller au retour au sport qui n'est pas forcément linéaire, qui est rarement linéaire et qui comprend quelques aléas. Ceci a amené à une conférence en 2015 à Berne, une conférence de consensus sur le retour au sport organisée par mes collègues de l'Association suisse de physiothérapie du sport, où j'ai eu la chance de participer avec un panel assez large de personnes sur le retour au sport. Qu'est-ce qu'on a pu retirer de cette conférence de consensus? On a écrit un article qui est disponible ici, qui dit évidemment que le temps de retour au sport est peu prédictible, qu'il doit se baser sur une batterie de tests reproduisant les éléments spécifiques au sport et les décisions auxquelles l'athlète doit faire face. La progression de la charge doit être prise en compte. Gros thème actuel, le monitoring et la progression de la charge d'entraînement et de rééducation, et on pourra en dire quelque chose. Les aspects psychologiques sont importants, et puis les critères de retour au sport pour chaque blessure spécifique demandent des consensus qui sont aujourd'hui pas vraiment existants. Donc on a un manque qui est présent. Un des éléments qu'on a retiré dans cet article est le graphique suivant, qui essaye de dessiner un petit peu en haut comment est-ce qu'on gère le suivi des athlètes et quels sont les partenaires qui sont importants. Ensuite, ça c'est ce qui s'appelle les stakeholders en anglais. Les rôles doivent être définis de chacun, les besoins, que ce soit en matériel, en équipement, en finance, les besoins de l'athlète. Et ensuite, on va définir des objectifs qu'on va essayer de suivre par monitoring et on va communiquer correctement. Afin d'arriver à une décision, là je viens un peu sur l'aspect qui décide finalement. Et je vous encourage à aller lire l'article de Ian Schreier, c'est le petit sigle qui est sur la droite, le START Framework. Ian Schreier est un clinicien au Canada qui a décrit un peu ce schéma en multi-étapes de retour au sport avec les différents paramètres qui le définissent. Et vous voyez que dans le graphique du bas, en partant de la blessure, on va appliquer ce schéma de décision à plusieurs moments
pour essayer d'être capable d'augmenter la charge de rééducation, de passer à des niveaux, des étapes plus complexes, tout en sachant que si on monte, on est en train de favoriser la guérison des tissus et que par moment, cette courbe de guérison va descendre parce qu'on est en train de charger de manière excessive et puis on crée du dommage tissulaire et on va devoir ralentir un petit peu sur la rééducation. L'équilibre entre ces deux éléments sur la balance de la charge excessive ou optimale va nous permettre progressivement d'augmenter et d'appliquer un raisonnement en équipe pour arriver à une décision partagée. Ian Schreier a fait une étude assez intéressante qui pose la question de qui décide. Et en fait, il a demandé à différents groupes professionnels qui est le plus à même de décider pour le retour au sport. Il y a des kinés, des physios, des ostéos, des chiros, des médecins, des entraîneurs, etc. Puis en fait, le point 1 qu'il retire, c'est que chaque groupe professionnel avait une certaine confiance que son groupe était le plus à même d'évaluer le retour au sport. Un des autres points qui ressortait, c'était l'importance de la reconnaissance que les non-cliniciens, à savoir les non-médecins ou physiothérapeutes par exemple, peuvent apporter des informations très importantes pour certains critères du retour au sport et doivent être intégrés dans le processus de décision partagée. Alors, un autre élément qu'il faut prendre en compte quand on arrive à des décisions par rapport au retour au sport et que plusieurs personnes sont intéressées, c'est la notion de ce qui se passe au niveau cérébral pour chacun. Chacun va avoir une décision qui est effectuée en fonction de paramètres très rationnels, et ça c'est l'image suivante. Les éléments de décision rationnels sont la précision du diagnostic, le plan thérapeutique, les outils de mesure, les scores qu'on va intégrer, etc. Tous ces éléments assez scientifiques. Et d'un autre côté, il y a le penchant émotionnel. C'est l'athlète qui dit qu'il est prêt, ou le président qui dit c'est l'athlète qui décide. Ensuite, il y a la peur, la confiance, les relations qu'il peut avoir entre les différents partenaires. Puis bien sûr, dans le sport d'élite, les médias, les fans, les nations, dans le cadre de compétitions internationales, il va y avoir une pression nationale à la performance, des sponsors, etc. Et je vous ai mis un éléphant avec un petit bonhomme sur l'éléphant. Pourquoi? Parce que ça vient un petit peu de la description que font deux chercheurs sur la diapositive suivante, les frères Haidt, qui décrivent le raisonnement lorsqu'on est face à des situations où on doit essayer de changer son comportement ou prendre une décision face à un changement. Et cette notion de switch qu'on va activer pour essayer de faire le bon choix. Pour revenir sur l'éléphant, en fait, ils décrivent que l'aspect émotionnel, c'est l'éléphant. Puis l'aspect rationnel, c'est la personne qui est assise sur l'éléphant qui veut guider l'éléphant. Si le conducteur de l'éléphant réfléchit uniquement et pense qu'il va pouvoir convaincre l'éléphant d'aller à un endroit, ça ne va pas vraiment marcher. Donc il doit prendre en compte tout l'aspect émotionnel, les envies de l'éléphant, d'où il vient, quelle est sa situation actuelle, pour essayer de le guider vers le bon choix. Et si on ne fait pas ça bien, eh ben, on n'a aucune chance d'amener l'éléphant dans la bonne direction, à savoir de prendre une décision qui va être favorable pour tous les intervenants. Si on revient à notre problématique de l'athlète qu'on avait en tête de discussion, on a parlé des scores fonctionnels qu'il faudrait introduire. Et bien, par exemple, pour ce type de lésion complexe de la cheville, on devrait intégrer un score qui va introduire des tests proprioceptifs éventuellement, on va faire des mesures de force, on va devoir avoir une bonne mobilité, on va faire des mesures fonctionnelles de saut, les triples sauts, etc., des tests de stabilité. Et bien sûr, les aspects cliniques vont rentrer en ligne de compte et on peut intégrer des questionnaires. Tous ces tests qui sont décrits ici impliquent plusieurs intervenants. Il est impératif que chacun comprenne pourquoi l'autre fait certains tests et à quel moment on peut les faire. Je vous présente brièvement une étude assez intéressante faite par Peterson qui a posé la question à des chirurgiens expérimentés quels sont leurs critères pour le retour au sport à gauche. Et puis là, c'est dans le cadre du LCA. Alors, 80% faisaient un test de Lachman. Par exemple, si on regarde ce qu'ils le mesuraient cliniquement avec un appareil comme le KT1000, c'était 15% qu'ils l'utilisaient. Puis on peut voir d'autres tests qui faisaient ici, par exemple, des sauts sur une jambe. Moins de 40% faisaient ce type de test pour évaluer l'aptitude au retour au sport. Et après, ils leur ont demandé, mais qui fait l'usage d'un score clinique qui intègre plusieurs dimensions? Et on voit que plus de 85% de ces chirurgiens n'utilisaient aucun score clinique, et s'ils en utilisaient, c'était principalement des questionnaires que vous voyez listés là. Et on sait aujourd'hui, vous voyez, l'étude a été faite en 2103, c'est en 2013, mais je me demande des fois si en 2103, on ne sera pas encore au même stade. J'espère pas, j'espère qu'on arrivera à convaincre nos collègues. Nous, certainement,
on travaille de manière rapprochée avec nos chirurgiens, mais on le voit quand même assez souvent qu'on a un peu de peine à intégrer des scores multidimensionnels avec de multiples partenaires. Alors, le retour au sport, pour résumer un petit peu toutes les discussions qu'on a eues à Berne, ce n'est pas juste la prochaine sortie, c'est, j'ai essayé de le représenter sur cette pyramide. Il y a certainement l'athlète qui joue un rôle central, mais il y a aussi le manager dès qu'on est dans du sport de haut niveau. Il faut qu'il y ait une attitude correcte par rapport au retour au sport. Et ça, c'est la première pierre qu'on doit poser. C'est une question de philosophie. On doit savoir pourquoi est-ce qu'on veut respecter certains principes. Pour l'athlète, c'est clair qu'il doit avoir un niveau de condition physique, de fitness suffisant. Il doit avoir une équipe qui supporte son travail. La charge doit être adaptée. La nutrition, on doit protéger, bien sûr, certaines parties du corps qui sont blessées pendant un certain temps. Il faut de la chance aussi. Et du côté du manager, il faut que le manager comprennent de quoi on parle. Ça, c'est la notion anglo-saxonne de health literacy. C'est vraiment d'avoir une éducation sur la santé physique, sur la santé sportive. Et on essaie de travailler un peu dans ce sens avec les cadres sportifs pour qu'ils développent un peu ces connaissances-là. Avec tous les éléments qui découlent un petit peu, évidemment, il faut avoir de l'argent à disposition si on veut faire certaines choses de façon un petit peu plus poussée en équipe. Des outils qui peuvent nous aider à avancer. Aujourd'hui, il y en a plusieurs. D'abord, on peut mentionner l'importance de faire du monitoring. Si on peut avancer les diapositives, le monitoring, ici, je salue Mick Drew, qui est un physiothérapeute en Australie, à l'AIS, qui a beaucoup travaillé sur le développement d'outils de monitoring des athlètes multidimensionnels. Pas seulement la charge d'entraînement, mais aussi le type de rééducation, des dimensions de fatigue, de sommeil, les blessures, en interagissant avec les différents partenaires. Je vous donne, en suivant un exemple qu'on a implémenté avec un simple monitoring basé sur un tableur. En description, vous avez, si vous voulez, en haut, 4 à 5 semaines. Chaque case correspond à un jour. Et puis, on a dans ces cases un code couleur. Le vert, ça veut dire un athlète s'entraîne, il est parfaitement fit pour s'entraîner. En jaune, il a un entraînement qui est limité, modulé. Et en rouge, il ne s'entraîne pas. Et puis ici, j'ai un peu agrandi en bas sur la gauche, et vous voyez qu'on a un jour les douleurs qui sont dans la première ligne de chiffres qui augmentent. Alors qu'elles étaient à 1, elles commencent à augmenter 5, 7, etc. Puis en dessous, on a le score d'intensité d'effort qu'ils ont rempli à la fin de chaque séance d'entraînement. Et puis vous voyez, quand les douleurs augmentent, finalement, on se rend compte qu'il y a une douleur à I c'est pour ischio jambier. Pendant 2 jours, on a modifié l'entraînement, ça s'est un petit peu calmé. Si on retourne sur le graphique du haut, on se rend compte que ces douleurs reviennent pendant les 2 semaines suivantes. Et ensuite, il y a des petites lettres qui arrivent. P, c'est pour physiothérapie. M, c'est pour contrôle médical, etc. Et vous voyez qu'on est dans une blessure qui s'installe avec une limitation d'activité assez importante. Et 2-3 semaines plus tard, on arrive à EM, qui est pour championnat d'Europe, en fait, avec une blessure présente et puis une performance au championnat d'Europe qui, évidemment, va poser problème. Alors, pourquoi je vous montre ceci? On a l'habitude de faire du monitoring et on essaie de l'implémenter dans différents domaines, mais ce n'est pas toujours facile. Là, en l'occurrence, c'était dans un cadre national de gymnastique, où on avait des séances hebdomadaires avec les entraîneurs, les physios, psychologues, nutritionnistes, médecins. Et on avait de la peine à avoir une vision commune de ce qui se passait, et c'est au moment où on a introduit ceci, où chacun des intervenants avait une vision de ceci. Et on faisait des séances où on projetait ce tableau-là, et on pouvait parler de chacun des athlètes en ayant vraiment une vision des 3, 4, 5 semaines précédentes qui ont amené au problème actuel. Et quand on ne l'avait pas visuellement, on avait beaucoup de peine à comprendre ce qui se passait. Donc il y avait un élément de connaissance commune qui a été intégré dans les discussions et qui nous ont permis d'avancer. Ça nous amène un petit peu aux questions de deuxième rang que j'avais évoquées avant. On avait la question de savoir comment est le réseau autour de l'athlète. Je viens de décrire un exemple de réseau, de connaissances partagées, et surtout d'intégrer les compétences individuelles de chacun des acteurs dans la discussion. Donc on peut avancer un petit peu. Et comment est-ce qu'on communique? Ce tableau, par exemple, vous donne un mode de communication où on échange les informations et sur ce qu'on communique exactement. Ça va nous amener à la discussion sur le processus décisionnel. Alors, le réseau autour de l'athlète, là, je peux le montrer un petit peu comment il peut être dans un certain contexte sur l'image suivante, où on a l'athlète au centre, et vous retrouverez différentes représentations de ce type d'environnement, mais les interactions se font principalement avec le coach,
avec la fédération, le club, et ensuite sur la gauche, vous avez tous les intervenants médicaux, physio, préparateurs physiques, nutritionnistes, etc. Parfois on a les parents, selon évidemment l'âge des athlètes qui sont présents. Alors, pour me rapprocher un petit peu de la fin, je vais prendre quelques minutes pour discuter ce graphique-là sur le monitoring et la visualisation de la progression du retour au sport. L'idée de cette image-là est d'avoir un document partagé entre les différents intervenants de nouveau. Ici, on a l'exemple d'une lésion du ligament croisé antérieur. Et en haut, on va avoir des éléments de base, à savoir quand a eu lieu la blessure, quand a été l'opération, qui est l'opérateur et qui est le manager du cas. Le manager du cas, ça va peut-être être le médecin du sport, ça peut être quelqu'un d'autre qui fait la coordination. C'est des modèles qui sont appliqués dans certains environnements, certaines cliniques utilisent ça, nous on essaie d'appliquer quelque chose de similaire. Ça c'était dans un article que j'avais écrit, vous pouvez cliquer dessus, ça vous amènera dessus. On va définir différents objectifs. Sur la gauche, par exemple la mobilité, et la mobilité va être acquise assez rapidement. Ici, on va noter qu'à la 7e semaine, la mobilité a été complétée et la barre de chargement, elle est complète. L'objectif numéro 2, c'est la force. On voit que c'est le responsable. Ici, ça va peut-être être le préparateur physique. Et lui va travailler sur la force. Et actuellement, il estime qu'on n'est pas encore arrivé complètement à la force qu'on aimerait avoir. Un autre préparateur physique, peut-être, lui, va s'occuper de maintenir l'endurance ou de développer l'endurance. Le psychologue, lui, va s'atteler à évaluer de temps en temps l'aptitude et la capacité de l'athlète à être confiant. Puis on peut avoir d'autres objectifs aussi, qui sont des compétences nouvelles, ou bien des objectifs personnels sur le développement personnel ou professionnel, par exemple des études, etc. Puis sur la droite, on gère la communication dans l'équipe, à savoir quand sont les prochains rendez-vous, notamment avec le staff médical. Lors du rendez-vous médical, le médecin va noter, par exemple, l'athlète est enrhumé, il ne faut pas augmenter l'intensité, s'il a de la fièvre, il faut qu'il revienne vers moi. Et puis en bas, par exemple, le physiothérapeute va noter il n'est pas venu à la séance de physio, ou bien il a un examen qui a lieu prochainement, donc on sait qu'il sera absent et puis qu'il a peut-être d'autres stress à ce moment-là. On doit comprendre cette interaction de tous ces éléments. Évidemment, pour chaque type de blessure, on peut avoir des objectifs différents qui vont être posés, mais si on a un schéma qui est clair et qui est partagé avec les différents intervenants, on peut appliquer ce qu'on voit sur l'image suivante. Je reviens à ce graphique-là dans le papier de consensus de la conférence de Berne. On va arriver à une analyse décisionnelle commune. C'est-à-dire qu'on a une base de connaissances qui est partagée, on a l'athlète qui est informé, on peut avoir les autres intervenants, à savoir le manager et les différents intervenants de la fédération, du club, de l'équipe, et on va pouvoir discuter ensemble du temps optimal de retour au sport et de réintégration de l'entraînement complet. J'ai essayé de vous présenter un petit peu dans ces différents schémas ma vision de l'interdisciplinarité, comment est-ce qu'on interagit. Il est évident que ce n'est pas simple et ça demande beaucoup de communication au préalable avant de le mettre en place, ça demande de créer des documents, ça demande de créer des ressources informatiques pour qu'ils puissent être partagés de manière simple et puis complétés de manière simple. Je vous encourage à explorer ça dans les environnements dans lesquels vous travaillez, parce que ça peut vraiment apporter un plus dans le travail. Et les patients le sentent, les athlètes le sentent. Alors voilà, je vais ouvrir gentiment la place aux questions. Je vais juste mentionner une conférence qu'on organise qui est maintenant la semaine prochaine, très vite, sur les jeunes athlètes. C'est à Montreux, au bord du lac Léman. Et je vous encourage, si vous avez encore un peu de disponibilité, à venir nous rejoindre. Le site est là. Et un autre événement qui est dans 2 mois, du réseau roman de médecine de l'exercice du sport. On va parler de sport et retour au sport. Ce sera à Mérin, à l'hôpital de la Tour où je travaille. On se réjouit de vous accueillir là-bas. Hôpital qui ouvrira ses portes sur un nouveau bâtiment avec des nouvelles infrastructures de soins et on se réjouit d'y être très très bientôt. Une dernière remarque, si vous souhaitez me contacter, vous avez quelques possibilités d'interagir sur la dernière diapositive, soit sur Twitter où je suis assez actif en français ou en anglais, vous pouvez me retrouver là, soit sur Facebook où ma page est sur Dr Boris Gojanovic, ou bien sur mon site. Je vous encourage à échanger et j'attends vos questions avec plaisir. Merci beaucoup. Voilà, merci au Dr Gojanovic. On va attendre tranquillement que les premières questions arrivent. En attendant, je vous informe simplement de la programmation des prochaines sessions de l'Académie de la cheville. Ça arrive très vite puisqu'il y a déjà une session programmée la semaine prochaine avec le docteur Ronnie Lopez, chirurgien du pied à Nantes,
Pour ceux peut-être qui l'ont déjà suivi, il avait déjà fait une première intervention sur l'apport de l'arthroscopie dans la ligamentoplastie de HEI. Et donc là, il revient pour nous parler de la stabilisation chirurgicale dans le cadre de l'ICC. Et puis, la semaine d'après, le 26, ce sera le docteur Willy Grassi cette fois, qui est chirurgien du pied à Lyon, qui va nous parler plus particulièrement de la chirurgie des tendinopathies. Donc voilà, donc si vous avez des questions, je vous invite à les poser maintenant. Et puis on va pouvoir y répondre avec plaisir. Alors, on a David qui nous pose une première question. Alors qu'à la vue du titre, cela semblait déjà acquis, on s'aperçoit de la difficulté. Merci pour cette présentation enrichissante. C'est plus un commentaire qu'une question. Oui, ben, je pense que comme je l'ai un petit peu annoncé, c'est vrai que ça paraît une évidence quand on parle de... Oui, on travaille dans un environnement multidisciplinaire. La médecine du sport, typiquement, a une culture d'échange avec les différents protagonistes, avec les différents acteurs. Et on a cette compréhension que la multidisciplinarité est importante. Mais c'est là où je fais un peu la différence entre le multi et l'inter. Et l'inter, vraiment, essaye d'intégrer de façon cohérente. Et je crois que ça demande une réflexion en amont sur comment est-ce qu'on va travailler ensemble. Et ça demande aussi la création d'outils ou de plateformes communes d'échange. En fait, des documents qui récoltent les informations pour que chacun ait la même information visuellement et qu'on sache qu'on parle des mêmes choses. Et on se retrouve souvent en fait, à discuter quand ça n'existe pas. On se dit, mais est-ce qu'on parle vraiment de la même chose? Et je crois que là, c'est un élément au centre. Et je pense qu'on peut s'aider en mettant en place des documents. Voilà, ensuite on a Mehdi. Merci pour la présentation. Vous ne voyez pas que ça coûte cher cette évaluation, pardon. Alors peut-être préciser de quelle évaluation on parle. Elle est destinée aux athlètes de haut niveau pris en charge par l'État et ne s'intéresse pas aux petits athlètes. Alors, on peut imaginer que Mehdi fait référence au test d'évaluation multidimensionnelle pour le retour au sport, mais je pense qu'on n'a pas forcément besoin d'abord d'intégrer tous les éléments à une fois. Et deuxièmement, je pense que le physio, le kiné lui-même peut appliquer déjà pas mal de ces éléments-là. S'il a un bon contact déjà avec le médecin référent, il va pouvoir faire part de ses observations. Et en créant cette culture d'échange, on va déjà intégrer plusieurs dimensions dans l'évaluation de retour au sport. C'est vrai que si on doit intégrer un nutritionniste ou bien un psychologue, ça devient un peu compliqué. Il faut avoir des ressources qu'on n'a pas forcément. Et je vous garantis qu'en Suisse, on a beaucoup de difficultés aussi à introduire tous les éléments qu'on aimerait avoir. Mais déjà à deux, je vous garantis qu'on peut faire un bon boulot. Et déjà là, ce n'est pas toujours facile. Parce qu'effectivement, j'imagine que beaucoup de personnes qui nous écoutent aussi sont peut-être en pratique indépendante. On n'a pas juste à la porte d'à côté, on peut aller chez le médecin ou chez l'autre collaborateur pour discuter. Et c'est peut-être plus difficile. Mais justement, si on a ces documents qui nous permettent d'échanger, on va pouvoir avancer. Et c'est ce travail en amont qui doit être fait, de réseautage, de connaître les gens, de savoir un petit peu ce que fait l'autre, ce que attend l'autre, et de lui faire savoir ce qu'on fait soi-même. Et je pense que ce temps-là investi, il est très important, et parfois ce temps, il est utilisé dans le cadre de réunions, de forums et autres, où on se rencontre et où on partage les idées. Voilà, a priori, pour l'instant, on n'a pas d'autres questions. Peut-être attendre 2 secondes si on a d'autres qui arrivent. Je vous rappelle que la session a été enregistrée, donc pour ceux qui sont arrivés en cours de route, vous pourrez la voir ultérieurement. Vous aurez les informations par mail dans les prochains jours qui arrivent. Ouais, peut-être j'encourage aussi les personnes, si vous souhaitez, vous pouvez vous rendre sur ma page Facebook et puis il y a un onglet avec le séminaire et puis si vous avez des questions, on peut aussi les poursuivre là. Dans les jours qui suivent, sans problème, je fais une veille et j'essaye de répondre un petit peu aux questions et surtout, ça me fait plaisir de rencontrer par le biais de cette interaction des personnes qui ont un intérêt dans tout ça. Et ben voilà, une belle conclusion de la session. On n'a plus de questions a priori, donc on va pouvoir clôturer la session.
Je remercie encore le docteur Bojanovic pour sa participation. Et puis, je vous souhaite à tous une très bonne soirée. Et puis, à bientôt. Merci beaucoup, à bientôt, bonne soirée. Au revoir.